Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, Android, YouTube ou Audible. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un de mes auteurs préférés. Après des études à Dauphine, il traverse une crise existentielle et va se passionner très tôt pour la philosophie et la psychologie et enchaîne alors des voyages initiatiques et des rencontres inspirantes avec des sages. Auteur de nombreux romans best-sellers, dont son premier qui s'appelle « L'homme qui voulait être heureux », cet homme simple, lumineux et joyeux pourrait être votre meilleur ami, toujours à l'écoute, présent et posé. Son rêve serait que l'amour se répande sur la terre et il s'emploie à éveiller nos consciences à travers ses livres. Son dernier roman, intitulé « Je te promets la liberté », aux éditions Calman Lévy, nous entraîne dans une véritable épopée à la découverte de notre personnalité et des masques de nos personnages pour tenter de trouver la liberté. J'ai la joie de recevoir Laurent Gounelle pour ce nouvel épisode de Métamorphose. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Alors dans cet épisode, nous allons éveiller nos consciences en parlant de ce sujet incroyable de ton livre qui est s'élever au-delà des illusions portées par nos personnalités pour trouver la liberté. C'est quand même un sujet qui nous tient tous à cœur. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce nouveau roman ? Eh bien, c'est de constater que la plupart des gens, et y compris moi-même dans le passé, ont tendance à s'identifier à leur personnalité. C'est-à-dire, en fait, ils ont l'impression d'être leur personnalité, ou plutôt que leur personnalité fait vraiment partie d'eux-mêmes. Et donc, personne ne réalise que la personnalité est en fait, bizarrement, ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Je donne un exemple pour être concret. Moi, au cœur de ma personnalité, il y a une problématique de peur. Ça veut dire que ma personnalité est structurée autour de la peur et du doute. Et néanmoins, si on dit Laurent Gounelle est un homme peureux et hésitant, à la fois il y a une part de vérité dedans, et en même temps on dit rien sur qui je suis. Pourquoi ? Parce que mes peurs sont au contraire, notamment dans le passé, sont ce qui m'ont empêché d'être moi-même, et sont ce qui m'a empêché de réaliser ce qui me tenait à cœur, c'est ce vers quoi me portait mon cœur justement. Par exemple, moi mes grandes peurs, il y a une trentaine d'années, tournaient autour des autres. Ma grande peur, c'était les autres. J'avais peur des autres. Oui, tu disais même que petit, tu avais du mal à aller à la boulangerie. Oui, même pas petit, même adulte. Hein. Même adulte. Oui, je sais pas, 20 ans, 22 ans, pour rentrer dans une boulangerie et dire bonjour madame, je voudrais une baguette pas trop cuite s'il vous plaît. Ça me demandait une préparation mentale, quoi, tellement j'avais peur. C'est affolant, mais mon bac plus 5 ne m'aidait en rien sur ce plan. Oui, oui. Et donc c'est pas un hasard si j'ai choisi une orientation professionnelle à l'époque qui était dans l'administratif. J'ai fait des études économiques et financières. Oui, tu as fait la fac de Dauphine. Voilà, je me disais je vais être planqué dans un bureau finalement. Bon, c'était aussi une illusion d'ailleurs, mais surtout je me refusais d'écouter mon cœur et mes aspirations qui en fait paradoxalement m'attiraient plutôt ou m'auraient attiré vers les gens pour aller me planquer. Donc j'obéissais à mes peurs. Donc mes peurs inhérentes à ma personnalité m'empêchaient d'être moi-même. Aujourd'hui, tu te sens détaché de ces peurs ou pas toujours complètement ? Alors, pas complètement, et je ne serai jamais complètement, sauf si je parviens à être un sage abouti, ce qui est pas le cas encore. Il y a du chemin, n'est-ce pas ? Mais oui, je me suis libéré, je sais pas, 80-90% de mes peurs, quoi. Ce qui fait que je m'autorise à être moi-même. Je fais la distinction entre les dangers réels ou imaginaires, hein, puisque j'ai découvert que la plupart de mes peurs étaient des illusions finalement. Mais là, je parle de moi, mais au-delà de moi et de ma personnalité centrée sur la peur, il y a d'autres personnes pour qui la problématique serait une problématique de colère, d'autres serait une problématique d'image.
d'image. Et à ce moment-là, c'est le regard des autres qui va les empêcher d'être eux-mêmes, parce que ils vont prendre leurs décisions, ils vont se comporter de telle manière que ça puisse donner une bonne image d'eux-mêmes auprès des autres. Et donc par là même, il y a une perte de liberté. Et donc pour eux, le travail sera de se libérer du regard des autres pour s'autoriser pleinement eux-mêmes à assumer leurs choix, leurs décisions, leur attitude. Alors d'où nous vient cette personnalité justement ? Alors de plus, bon, il y a une part d'acquis qui vient de notre vécu, des conclusions qu'on tire inconsciemment de ce que l'on vit, de nos expériences de tous les jours. Il y a aussi un acquis qui est lié au discours parental, bien sûr, mais la plupart des psys aujourd'hui s'accordent à dire que le cœur même de la personnalité, la structure, apparaît à la naissance, est présente à la naissance. On ne sait pas si ça apparaît dans la vie intra-utérine, si ça vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où. En tout cas, l'enfant qui vient au monde a déjà une personnalité. Il y a une sorte d'orientation de l'énergie à la naissance. Et d'ailleurs, tous ceux, sans parler des professionnels de la psychologie, tous ceux qui ont des enfants et au moins 2 enfants, ce qui est mon cas, le savent. Oui, j'en ai 3, donc je le vois aussi. Moi, à la naissance de ma seconde fille, mais vraiment dès les premières secondes de sa venue au monde, j'ai compris, et mon épouse aussi, qu'elle n'était pas comme la première, qu'elle n'avait pas la même personnalité. Et 12 ans après pour l'une, 9 ans après pour l'autre, ça se confirme. Oui. Parce que ce qu'on pouvait voir dès les premières secondes de la naissance se voit toujours 9 ou 12 ans plus tard. Alors c'est à la fois comme ça, incroyable, et puis en même temps, on le lit dans ton roman, avec cette... Alors je ne veux pas dévoiler l'histoire, parce que le livre est absolument incroyable et plein de péripéties, je pense qu'il faut vraiment garder cette magie, mais on voit ce personnage qui finalement se dit, mais moi, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus attirantes, et moi j'aimerais plutôt avoir cette personnalité. Alors dans la vie, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut envier une autre personnalité? Alors, je fais un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il faut chercher à être quelqu'un d'autre du coup? Parce que forcément, on n'a pas envie d'avoir ces peurs et ces attachements et ces problèmes liés à notre personnalité. J'ai souvent en effet observé autour de moi que l'on pouvait valoriser certaines personnalités plus que d'autres. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais gamin, je me souviens que ma mère valorisait les fortes personnalités, par exemple. Oui. Et très tôt, ça m'avait posé problème, parce que j'avais conscience de ne pas avoir précisément une forte personnalité, en tout cas selon ses critères. Et donc, je me disais, c'est pas de chance, quoi, parce que évidemment, je n'avais pas choisi ma personnalité. Quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'il n'y a pas un type de personnalité meilleur qu'un autre. Et quand je dis ça, c'est pas du politiquement correct, parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est pour faire plaisir à chacun, etc. Mais en fait, non. Au cœur de chaque personnalité se trouve une problématique qui est source de souffrance, mais ces souffrances sont plus ou moins apparentes. Ce qui fait qu'on peut être absolument convaincu quand on observe des gens autour de nous, notre entourage, même notre entourage proche, notre famille, ou alors un peu plus éloigné comme nos collègues, par exemple, de travail, eh bien on peut croire que certains souffrent moins, et donc on peut les envier, en effet, comme vous le dites, Anne. Et en fait, c'est juste que la souffrance n'est pas apparente. Elle n'est pas visible pour les autres, mais parfois elle est encore plus profonde et encore plus problématique pour la personne. Alors pour que ce soit concret, est-ce qu'on pourrait prendre une personnalité type et puis voir un petit peu, que tu nous dises un petit peu la blessure justement attachée à cette personnalité pour qu'on comprenne bien comment ça se présente? Ce qui peut être intéressant justement, c'est de prendre peut-être citer 1, 2 ou 3 cas de personnalités dont on peut croire à tort, vu de l'extérieur, qu'elles sont plus positives que les autres ou plus enviables. C'est mon cas par exemple. Moi je suis quelqu'un d'assez positive, je papillonne, je suis un peu fonceuse, un côté yang, un peu comme ça, entreprenante. Oui. Quelle pourrait être la blessure associée à cette personnalité? Alors là c'est impossible de le dire comme ça parce que ce que l'on entend de vous, Anne, ce que l'on voit en observant votre comportement, c'est tout ce qui est extérieur. Donc ce sont les paroles que vous prononcez, les gestes que vous faites, donc votre attitude, vos comportements, tout ça est extérieur et ça ne dit que peu de choses de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, pour comprendre votre personnalité, il faudrait être un petit personnage qui se glisse à l'intérieur de votre psyché pour comprendre quelle est l'intention derrière ces comportements. Pourquoi? Parce que derrière un même comportement, il peut y avoir de multiples intentions qui sont très très différentes. Vous voyez, alors il faudrait comprendre ce qu'il y a derrière. Alors prenons un type. Alors, je vais prendre un type une personnalité très positive, voilà. En tout cas vue comme telle par les autres. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va rebondir facilement dans le positif, qui lorsqu'il est frappé d'une mauvaise nouvelle, il va essayer de voir le verre à moitié plein, y compris même sur des drames. Oui, c'est les personnes, par exemple, qui peuvent faire une blague au moment des enterrements, vous voyez, parce qu'ils éprouvent le besoin que tout le monde revienne vite dans le positif, vous voyez, pour pas se laisser aller dans le drame.
Eh bien, très souvent, au fond d'une telle personnalité se cache une espèce de croyance, donc une illusion, si vous voulez, Oui. Que la personne ne doit pas souffrir. Donc, il y a une espèce d'impératif par rapport à ça, c'est « je ne dois pas souffrir ». Alors parfois il y a des variantes, c'est je ne mérite pas de souffrir, mais en tout cas c'est vraiment une sorte de diktat, je ne dois pas souffrir. Alors on pourrait se dire ah mais c'est fabuleux d'avoir une telle croyance parce qu'évidemment on va aller vers personne n'a envie trop de souffrir. Voilà, exactement. Ouais. Sauf qu'en fait paradoxalement c'est source de souffrance. Oui. Parce que lorsque une telle personne va du coup se pencher naturellement vers toutes les sources de plaisir par exemple, eh bien elle va se couper un certain nombre de choses, par exemple de faire ce qui lui tient à cœur, parce que quand on veut réaliser ce qui nous tient à cœur dans la vie, eh bien il faut travailler. Oui. Le travail peut être tout de suite perçu comme une source de souffrance. Oui, il faut faire des efforts. Il faut vivre des contraintes. Les contraintes, les limites sont inhérentes à la vie, quoi. Oui. Et si on refuse de l'accepter, parce que c'est inacceptable, parce qu'on ne veut pas souffrir, eh bien à ce moment-là, on va par exemple être dans le zapping. Et c'est pas satisfaisant. Il y a une illusion de satisfaction, parce que quelque chose me fait un peu bobo, hop, c'est pas grave, je vais sur autre chose, ce projet ne marche pas, mais tant pis, je passe à un autre. Donc on peut se bercer un peu d'illusions, et parfois pendant des années d'ailleurs, en se disant tout va bien, et puis c'est en général très dur pour ces personnes-là arriver à la fin de leur vie, parce qu'ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Ouais, et puis de vraiment profond, ou de sincère, oui, etc. Oui. Ouais. Il y a un autre effet négatif qui est de se couper des autres. Oui. Pourquoi? Parce que dans notre entourage, il y a forcément à un moment donné des gens qui eux-mêmes sont confrontés à des situations difficiles, à des drames. Oui. Mais si nous, on ne s'autorise pas à ressentir la douleur de l'autre, eh bien en fait, on se coupe de l'autre. Oui. Alors, parfois par un trait d'humour, ou parfois en voulant absolument que l'autre vienne dans le positif, oui, mais en faisant ça, finalement, l'autre ne se sentira pas écouté, se sentira pas compris, et donc on va se couper de ce lien relationnel essentiel. Et c'est vrai que dans ton livre, à un moment, cette femme, quelqu'un l'appelle pour lui dire quelque chose de personnel et d'assez profond et d'assez grave, et en fait, elle ne l'entend pas, effectivement, à ce moment-là. Elle n'est pas en mesure, compte tenu de sa personnalité positive, d'entendre ce message. Oui. Donc c'est typiquement, alors c'est un peu caricaturé, j'imagine, ou c'est vraiment la réalité? C'est la réalité, ouais. C'est la réalité, et il y a une vraie souffrance derrière, quoi. Oui. Lié à l'absence de lien. Bon, là, on a pris cette personnalité, ça peut être autre chose. Oui. Je pense par exemple à des personnalités qu'on peut envier vu de l'extérieur. Ce sont des gens qui sont très fiers d'eux. Vous savez, c'est votre collègue qui va être assez imbue d'elle-même. Oui. On a l'impression qu'il ou elle se sent le roi du pétrole, ou la plus belle ou le plus beau de la terre. Enfin, vous voyez, limite qui nous écrase un petit peu, vous voyez, par sa réussite, son succès ou je ne sais quoi, ou sa beauté, ou même ses possessions. Oui, ce sont les gens qui vont avoir une voiture qui les met vraiment en valeur, et puis on a l'impression quand ils sont à bord de cette voiture, ils s'imaginent tout puissants, etc. Et bien en fait, souvent au cœur de leur personnalité, il y a une croyance terrible, du type je ne vaux rien. Alors c'est tout à fait inconscient, parce que toutes ces croyances profondes, ces croyances noyaux, sont inconscientes. Mais c'est là, quelque part, au fond de nous. Et donc, une telle personne va peut-être passer sa vie entière à essayer de se prouver qu'elle a de la valeur, et surtout de le prouver aux autres, parce qu'elle a peur, inconsciemment, une fois de plus, qu'on voit cette tare qui est au fond d'elle. Et du coup, elle va tout faire pour tenter d'exister positivement aux yeux des autres, que ce soit avec une belle voiture, une belle maison, des vêtements, ou par sa réussite. Donc, c'est des gens qui sont aspirés socialement à réussir, parce qu'ils ont désespérément besoin de démontrer aux yeux des autres leur valeur. Oui. Donc on peut croire qu'ils sont super bien dans leur peau, ils sont super heureux, et en fait il y a vraiment ce drame intérieur qu'ils cachent soigneusement à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Donc ce sont des gens qui en plus sont dans le mensonge de soi, ils se mentent à eux-mêmes, ce qui est peut-être encore pire que tout finalement, parce que là c'est à l'origine d'une grande souffrance. Alors tu dis vraiment que finalement le vrai défi est de réussir, et le succès, si on peut parler de succès de vie, en tout cas d'éveil de vie, c'est de réussir à être soi-même. Et en même temps, on voit bien qu'on a besoin de la personnalité, et que c'est grâce à ce ressort de blessures et d'illusions de personnalité qui nous construit, et par là même qui nous permet d'évoluer si on en prend conscience. Et en même temps, on cherche aussi à s'en détacher, à s'en défaire. Alors, comment réussir tout ça ? La personnalité, faut pas la blâmer, c'est un peu comme l'ego. Oui, c'est la même chose que l'ego, tiens, justement. Disons que c'est intimement lié, mais le point commun, c'est que ça nous offre un équilibre.
la personnalité, avec son wagon d'illusion, nous permet de nous constituer un équilibre. Ça veut dire de pouvoir se mouvoir dans la vie, d'avoir des relations avec les autres à peu près harmonieuses. Mais je dis bien à peu près, quoi. Mais c'est une illusion, là aussi. C'est un faux équilibre. Mais il faut pas tout casser. Oui, c'est exactement comme l'ego. Quand on lutte contre son ego, on le renforce, paradoxalement. Eh bien là, c'est pareil. Je dirais l'attitude la plus sage, c'est une attitude d'accueil, pas forcément d'acceptation. J'ai de plus en plus de mal avec le mot acceptation que j'entends un peu partout parce qu'on ne peut pas tout accepter dans la vie non plus. Mais je préfère l'accueil. Oui, l'accueil, c'est beau, oui, je trouve comme mot. Oui. Oui. Donc voilà, je réalise par exemple qu'en moi il y a des peurs. Et c'est ok, je l'accueille. J'ai le droit d'avoir peur. Vous voyez, c'est pas, je fais de mal à personne quand j'ai peur, quoi. Et une fois que j'ai dit ça, et une fois même que j'accueille ces peurs, à ce moment-là, je verrai que j'ai déjà résolu une partie du problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas lutter contre nos difficultés, et donc contre notre personnalité. Il faut être plutôt dans l'accueil, vous voyez. Donc j'accueille mes peurs, ou pour d'autres personnes, j'accueille le fait que j'ai besoin d'entretenir une certaine image de moi-même, ou j'accueille le fait que j'ai tendance à me laisser aller à la colère. Alors soit une colère exprimée, hein, ou soit une colère rentrée, vous voyez, ce qu'on voit souvent chez les personnes qui sont très perfectionnistes, qui sont très très dures avec elles-mêmes. Là encore, accueillir, se dire, ok, c'est ok, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être soucieux du regard de l'autre, etc., etc. Et une fois que j'adopte cette posture d'accueil, c'est garder à l'esprit l'objectif. L'objectif, c'est de se libérer de ça. C'est de réaliser que j'existe indépendamment du regard de l'autre, indépendamment de mon besoin de tout contrôler, qui me met parfois en colère, indépendamment de ce que je crois être des peurs et qui sont en fait des illusions de mon esprit. Et souvent, c'est par la difficulté, c'est souvent par des coups durs dans la vie qu'on va être aidé finalement à avancer sur le chemin de la libération de ces illusions. Vous voyez, c'est souvent quand on est confronté à un certain nombre de choses qui vont précisément abîmer ce à quoi on s'accroche. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est très attaché à son apparence physique, eh bien, en avançant en âge, à un moment donné, il réalisera que on va qu'il tous, existe on va tous vers le même chemin de la vieillesse. Exactement. Ou quelqu'un qui dont la personnalité le pousse à réussir ce qu'il existe à travers ça, à un moment donné, il sera à la retraite, comme tout le monde, quoi. Et là, il pourra plus exister, ou beaucoup moins, à travers ses actions, etc., etc. Alors justement, toi qui vis un succès avec tes livres et tes romans, comment vis-tu ça? Parce que et puis au départ, qu'est-ce qui t'a permis d'accueillir? Est-ce qu'il y a quelqu'un, comme dans ton personnage de roman, qui a aussi cru en toi? Parce que le fait que d'autres finalement nous révèlent et voient notre potentiel, est-ce que ça peut nous aider à accueillir et à révéler finalement ce qu'il y a au fond et qui cherche à s'exprimer? Alors oui, ce sont deux questions distinctes. Oui. Sur ma relation au succès, j'ai toujours gardé un grand détachement par rapport à ça, qui est lié au fait que j'ai connu le succès à 40 ans après avoir eu un long chemin de développement personnel et surtout après avoir connu des échecs fulgurants qui m'ont amené, très jeune, à 28 ans, qui m'ont amené à me désidentifier de mes actions. C'est-à-dire, en fait, sans rentrer dans les détails, j'ai connu vraiment le fond du gouffre, hein, où j'ai une situation où j'ai vraiment tout perdu. Et quand on perd tout, eh bien, paradoxalement, on gagne quelque chose, et ce quelque chose, c'est la liberté. Et quand on a tout perdu, là, le regard des autres, il compte plus pour beaucoup. On n'a plus peur de grand chose puisque le pire nous semble nous être arrivé. Et c'est à ce moment-là qu'on est véritablement libre. Et moi, j'ai réalisé un jour que j'existais indépendamment de mes réussites, que je n'avais pas, en l'occurrence, puisque j'étais en situation d'échec, que j'existais indépendamment de tout ça. Et ça, je l'ai ancré en moi et je l'ai gardé quand, par la suite, j'ai pu réussir un certain nombre de projets. Et puis ensuite, quand, bien plus tard, j'ai connu des succès littéraires. Donc, voilà, j'ai appris à ne jamais m'identifier au succès. Ouais. La deuxième question... C'était une chance, finalement, cette... Oui, mais comme souvent. De vie, mais comme souvent. Ouais. Souvent, dans la vie, on a ce l'on étiquette dans l'instant coup dur, ou tuile, etc. Alors qu'en fait, mais on ne le sait qu'avec le recul, et parfois avec des années de recul, en fait, ce sont des choses qui nous ont permis d'avancer sur notre chemin, en éveillant notre conscience, notamment. Pour ce qui est la deuxième des gens question, qui croient en nous, oui, ça, je pense que c'est assez essentiel. C'est assez essentiel, parce que l'être humain est un être de lien, donc je trouve que c'est difficile d'évoluer seul sur son chemin. On a besoin de gens qui croient en nous et on a besoin aussi de gens qui nous aident à nous libérer de nos illusions. C'est l'une des fonctions du couple, quelque part, quoi, parce que l'expérience montre qu'on se met très rarement en couple avec une personne, voilà, par hasard. Et avec une personne dotée de la même personnalité.
Ça veut dire qu'en fait, en couple, on a deux visions du monde différentes. C'est comme si on avait chacun notre paire de lunettes avec les verres déformants, mais on n'a pas les mêmes verres, quoi. Et du coup, il y a une confrontation et chacun va aider l'autre à se libérer de ses verres, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de voir les illusions des autres que les siennes. Oui, alors hélas, beaucoup de gens s'arrêtent au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de l'illusion de la personnalité telle qu'on la voit. Et effectivement, c'est là où ça peut clasher. Oui, parce que chacun est attaché quelque part à ses illusions. Chacun est attaché à ses croyances, même erronées, notamment parce qu'il y a tout un équilibre qui s'est fondé là-dessus, quoi, sur ces illusions. Donc on est attaché à nos illusions, quoi. Mais néanmoins, c'est quand même l'échange avec l'autre qui nous permet de nous en libérer plus ou moins, quoi, parce qu'on est quand même sensible à ce que les autres nous disent, à leurs commentaires sur nous. Mais indépendamment de ça, c'est vraiment essentiel dans l'existence, et indépendamment de toutes ces problématiques de personnalité, d'avoir des gens qui croient en nous. En effet, qui croient en nous, c'est qui croient en nos capacités, qui croient en notre valeur intrinsèque. Et parce que finalement, si quelqu'un croit en notre valeur intrinsèque, eh bien, c'est aussi ça qui va nous autoriser à être nous-mêmes. Et donc à cesser de jouer un rôle ou à continuer de nous bercer d'illusions, justement. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a cru en toi et qui fait que tu passes effectivement de ce grand timide dont tu parles, et puis qui d'un seul coup se met à écrire des livres, et puis finalement l'envoie à un éditeur et donc croit en lui, effectivement, et se dit voilà, j'ai quelque chose à partager, en tout cas j'ai besoin, envie de l'exprimer au monde. Je vais vous dire quelque chose de surprenant, c'est que la première fois que j'ai senti une forme d'amour inconditionnel, parce qu'on peut le formuler comme ça aussi, c'est de la part de mon chat quand j'étais gamin. Ça me semblait drôle. Mais oui, mais j'adore. Moi, je trouve ça génial parce que finalement, effectivement, pourquoi pas, hein, Ah oui, j'allais pas bien, c'est compliqué avec mes parents. Beaucoup de gens sont très attachés à leurs animaux et disent que c'est une personne peut-être parfois la plus importante de leur vie dans certains cas. Ah oui, bon, déjà l'animal a une âme, j'en suis convaincu. Et moi, j'étais gamin, c'était difficile avec mes parents, mais mon chat m'aimait. Tout comme je l'aimais d'ailleurs. De manière inconditionnelle. De manière inconditionnelle. Oui. Voilà, quand il me regardait, il ronronnait. Enfin, je ressentais son amour et ça m'a vraiment aidé à trouver un équilibre déjà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, il y a eu quelques autres personnes qui ont cru en moi. Par rapport à l'écriture, par exemple, c'était mon épouse, quoi. Mon épouse, dès que j'ai commencé à écrire, clairement a cru en ma capacité à transmettre ce que j'avais envie de transmettre à travers l'écrit. Et je sais que ça a compté pour moi, quoi, clairement. Oui, ça a été même déterminant. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais, l'autre est une illusion, et dans le couple on voit comme parfois c'est compliqué effectivement de vivre à deux, et puis dans le corps social d'une manière générale, au boulot, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le mode d'emploi de l'autre et de son mode de fonctionnement, et donc ce qui est cette fameuse illusion de la personnalité peut nous apparaître comme quelque chose finalement de pur et dur, et donc dans la confrontation avec l'autre, parfois ça peut être aussi douloureux, alors que si on avait cette espèce de cartographie dont tu parles dans ton livre et qui est l'énéagramme, finalement, c'est plus facile aussi dans nos rapports à l'autre, une fois qu'on a la carte, de comprendre comment ça fonctionne. Alors, parle-nous justement un peu de l'énéagramme, qui est cette voie, cette discipline, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est très vieille et dont tu parles dans ton livre. L'énéagramme, c'est un modèle de typologie de personnalité qui est... j'en connais un certain nombre de modèles de typologie. Celui-là, pour moi, c'est à la fois le plus complexe et donc le plus riche, c'est-à-dire le plus proche de la réalité, mais ça reste une carte, hein, vous l'avez dit. Enfin, tu l'avais dit, parce qu'en fait, on se tutoie. Oui, alors, oui, je t'ai pas dit au début, alors je le dis pour les auditeurs, parce que c'est très drôle depuis le début, parce que tu me vouvoies et je te tutoie. Et en fait, dans ce podcast, je fais comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que si je vouvoie les gens dans la vraie vie, je les vouvoie, et si je les tutoie, je les tutoie. Okay, super. Donc, je constate que dans la vraie vie, tu me vouvoies, Laurent. C'est très drôle. Donc l'énéagramme, voilà, c'est le modèle. Donc c'est un modèle complexe et très proche de la réalité, et c'est le modèle le plus ancien que l'on connaisse et qui a comme particularité d'être assez mystérieux parce qu'il n'y a pas un monsieur ou une madame énéagramme. On ne sait pas quel est son créateur en fait. Et ça daterait peut-être du 3e, 4e siècle, on ne sait pas trop. On en a trouvé des traces chez Pythagore. Moi j'en ai trouvé des traces chez Évagre le Pontique. Mais je ne peux pas non plus affirmer que c'est le père de l'énéagramme. J'ai envie de dire peu importe. Peu importe. En tout cas, c'est un modèle de typologie. C'est quoi un modèle de
typologie de personnalité, il y a un présupposé derrière tous ces modèles, qui est de dire, une personnalité, finalement, c'est une manière de voir le monde. On parlait tout à l'heure de la métaphore de la paire de lunettes, lunettes déformantes. Et finalement, il n'y a pas 50 000 façons de voir le monde, de se voir soi-même et de voir les autres et d'interpréter le monde. Il n'y a pas 50 000 façons, donc on peut dresser des familles, finalement. Alors, ce ne sont que des familles, chacun est unique et chaque personnalité est unique. Mais néanmoins, c'est intéressant de connaître ces grandes familles, ces grandes visions du monde, parce que ça permet déjà de mieux se comprendre soi-même, c'est quand même difficile de se connaître, et de mieux comprendre les autres. Oui. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas de mettre des gens dans des cases, parce que ça n'aurait pas de sens, et puis ce serait au contraire enfermant, alors que le but c'est de se libérer d'une personnalité. Donc, absolument. Voilà, donc, mais c'est une clé de compréhension, et l'énéagramme en est une qui est très riche. Alors justement, moi qui me suis formée aussi à l'énéagramme, et c'est une voie que j'aime beaucoup, c'est vrai que dans les premières sessions, on revient aussi à ce qu'on appelle l'énéatype, qu'on pouvait être au début quand on avait 20 ans, parce qu'on voit qu'en s'éveillant et en s'élevant dans la vie, en fait, on s'éloigne de la personnalité, je dirais, de base, pour aller vers quelque chose de plus vaste et qui englobe... Une configuration. Voilà. Quelque chose et qui englobe aussi les autres énéatypes, finalement, qu'on intègre dans notre personnalité. Oui. Moi, ce que j'ai pu constater quand je me suis formé à l'énéagramme il y a un peu plus de 20 ans, c'est un modèle qui m'a passionné, donc j'ai suivi plein de formations, j'ai suivi plein de livres, je suis même abonné à Enneagram Monthly, qui est une revue américaine d'énéagramme. Vraiment, c'est un sujet qui m'a passionné pendant des années et des années. Et en même temps, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent en formation, les gens s'identifient à leur type. Oui. Et là, très vite, j'ai compris qu'il y avait en fait un danger, parce que le but, c'est de se libérer de sa personnalité. Et je voyais en fait des personnes qui disaient, voilà, moi je suis... ils disaient même pas j'ai une personnalité de type 3 ou 6 ou 9, ils disaient je suis 3, je suis 6, je suis 9. Et là, c'est pire que tout, j'ai envie de dire, parce qu'à ce moment-là, on cristallise les choses là où il faut se libérer. C'est-à-dire si on comprend qu'on a en nous une personnalité qui nous donne un fonctionnement de type 2, 5 ou 4, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment s'en libérer. Donc si on est, comme moi par exemple, on a un fonctionnement de type 6, ça veut dire qu'il y a une problématique de peur, le but c'est de se libérer de sa peur. Et moi je voyais au contraire des gens qui étaient presque fiers d'être 2, 3 ou 5 ou 6. Oui. Et ça c'est vraiment, faut l'avoir à l'esprit si on se forme à l'énéagramme ou si on le découvre à travers des livres. L'objectif c'est de comprendre son mode de fonctionnement pour savoir comment évoluer. Et ce qui est vraiment intéressant et riche par rapport à l'énéagramme, une fois qu'on a compris ça, c'est que l'énéagramme offre un chemin d'évolution. Finalement, c'est un peu comme si chacun de nous venait au monde avec une personnalité qu'il n'a pas choisie et contre laquelle, une fois de plus, il ne faut pas lutter. On l'accueille et ça nous offre un chemin. Et partant de là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce qui a pu se manifester en nous comme un handicap, par exemple pour moi les peurs, cette problématique de peur, pour d'autres la colère, l'image, etc. Et bien en fait nous montre un chemin et ce qui nous a fait souffrir pourra nous permettre de développer de réels atouts, des qualités. Vous voyez par exemple moi qui étais dans la peur et le doute. Et bien en fait mon travail pour moi était de développer la confiance. Oui. Confiance en moi, confiance dans les autres et confiance dans la vie en général. Et donc c'est l'autre face de la même pièce. Et en même temps, donc ce sont les gens qui ont été le plus dans une problématique de peur qui peuvent aller le plus loin finalement dans l'éveil. Dans l'éveil par rapport à la confiance, vous voyez. Oui. Et c'est vrai pour tous les types de personnalités. Donc l'énéagramme propose un vrai chemin qui est intéressant. Alors une question qui me taraude toujours et que je pose assez souvent en interview, qui est c'est pas parce qu'on prend conscience d'une peur ou d'une blessure que pour autant on la transmute. Parce que déjà la prise de conscience est une première étape essentielle, évidemment. Si on voit rien, on ne peut rien transmuter. Mais ensuite, comment passer justement à cette phase vraiment active de pouvoir, non pas complètement, tu le disais tout à l'heure, la peur parfois elle revient, il y a des choses qui se réactivent. Et puis la vie se charge bien de nous présenter des situations qui réactivent et qui réappuient au bon endroit. Oui. Mais quand même... Et puis c'est très bien parce que nous sommes en chemin. Donc tu parlais de la sagesse tout à l'heure. Nous ne sommes jamais arrivés. On est toujours en chemin et c'est ça qui est aussi le merveilleux. Mais je me perds dans ma question. Mais du coup, Laurent, comment vraiment concrètement transmuter? Et par exemple, toi, pour la confiance, comment as-tu fait pour, à un moment donné, cranter, se dire je ne reste pas qu'au constat de ma peur, mais je la transmute? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est... Enfin, ton exemple ou un autre, d'ailleurs.
Bon, en 2 mots sur moi, au début, j'ai pas eu le courage d'aller pousser la porte d'un psy, puisque dans ma famille, les psys, c'était pour les fous. Ouais. Donc, je l'ai fait, mais bien plus tard. Il y a encore beaucoup dans la société, d'ailleurs. Tu Ouais, fais bien de le mentionner, hélas. Mais oui. Je trouve que chacun gagnerait à avoir une démarche psychothérapeutique, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Donc, moi, je me suis frotté à la réalité. Je suis allé vers ce qui me faisait peur. Donc, j'avais peur du vide, j'ai fait du parapente, j'avais peur des autres, j'étais timide, j'ai fait le théâtre, etc., etc. Mais c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais, puisque ça passe sous sa casse, quoi. Donc, quelque part, j'ai eu de la chance. Oui. Donc, le mieux, c'est quand même un travail psychothérapeutique, être accompagné. Maintenant, au-delà de ça et avant ça, il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est mettre notre attention non pas sur le problème, donc par exemple sur la peur, la colère, l'image, etc., mais vers l'aboutissement, sur l'aboutissement. Vous savez, les Américains ont une expression consacrée qui est "What you focus on expands". Ce sur quoi vous vous focalisez tend à s'étendre. Ouais, c'est très beau. Si vous mettez votre attention sur vos peurs, si vous avez une problématique de peur, ou sur votre colère, ou sur votre image, eh bien vous verrez de plus en plus vos problèmes. Et vos problèmes vont prendre une dimension prépondérante dans votre vie. Donc la solution, c'est de mettre l'attention sur l'aboutissement. En fait. Donc, et en même temps, il faut les avoir vus quand même au départ et les avoir comprises, etc. Vous l'avez dit, c'est la première fois que tu l'as dit, c'est une prise de conscience. Je vais pas y arriver. C'est pas grave. Une prise de conscience. Visiblement, vous voulez vous voyez, Laurent, aujourd'hui. Vous voyons-nous. Non, mais j'ai l'habitude de vous voyer en public les personnes que je tutoie habituellement pour pas faire. Sinon, ça fait un peu réunion de copains et ça exclut, vous voyez, tu vois, les auditeurs. Mais l'avantage du podcast, contrairement à la radio, c'est que c'est un format plus intimiste, effectivement. Et l'idée, c'est d'avoir des conversations de salon un peu comme ça. Donc, si une fois qu'on en a pris conscience, mettre son attention, si on a une problématique de peur, sur la confiance. C'est-à-dire, en fait, forcément, chacun, même quelqu'un qui est vraiment très englué dans ses peurs, cette personne a forcément expérimenté à un moment donné ce qu'est la confiance. Oui. Peut-être juste avec, je sais pas, son enfant ou un proche ou son chat. Mais chacun a au moins une expérience de ce qu'est la confiance. Et en ayant ça à l'esprit le plus souvent possible, ça lui montre vers quoi aller. Et à ce moment-là, ça permet d'accéder à nos ressources. On a tous en nous des ressources pour aller dans la bonne direction. Encore faut-il savoir dans quelle direction aller. Donc voilà, la peur, faut mettre son attention sur la confiance. Si on a une problématique de colère, ça va être mettre notre attention sur la sérénité, par exemple, etc., etc. Mais toujours regarder dans quelle direction aller. C'est vraiment libérateur. C'est libérateur. Quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui pour le monde? Est-ce que tu penses aussi qu'à travers justement l'étude de notre personnalité, ce détachement, le fait de focuser vers ce vers quoi on tend et qui est beau finalement, aussi le bon et le beau en nous, ça permettrait de régler beaucoup de choses dans le monde? Ma plus grande espérance, c'est de connaître un monde qui vit dans la paix et l'amour. Oui. Alors voilà, ça peut sembler utopique, mais en même temps, moi, c'est idéaliste, c'est sûr. Et en même temps, je sais que c'est possible. Parce que je pense que c'est la voie, voilà, c'est notre destinée. Collectivement, autant on a tous un travail personnel à réaliser sur la personnalité, ce dont on parle depuis le début. Mais en même temps, je pense que collectivement, voilà, on doit apprendre à aller vers la paix et l'amour. Et je pense que l'un des moyens, c'est de commencer par un travail sur soi. On peut pas faire l'économie d'un travail sur soi. C'est parce qu'on va apprendre soi-même à être une meilleure personne. Quand je dis ça, c'est pas moralisateur. Être une meilleure personne, c'est aussi être plus heureux. C'est vraiment savoir s'occuper de soi, résoudre ses problèmes. Parce que naturellement, une fois qu'on a résolu la plupart de ces problèmes, sans passer 15 ans sur un divan, mais qu'on est voilà, globalement bien dans ses baskets, naturellement, on aime plus les autres. Et c'est un amour véritable à ce moment-là. Et on se tourne plus vers les autres et même on se préoccupe plus des autres. Donc finalement, je pense qu'il y a une clé derrière. Travailler sur soi pour ensuite en faire profiter le monde. Donc une des clés de la paix et de l'amour dans le monde, ce serait vraiment que chacun regarde en soi, travaille sur ses blessures et puisse s'élever et finalement répandre cette sérénité. Tout à fait, Anne, tu le dis très bien. Si on veut, comme moi, la paix et l'amour dans le monde, je pense que c'est intéressant de commencer par être en paix avec soi-même et apprendre à s'aimer. Et cela nous rend-il libres ? Oui, je le crois sincèrement. Très bien. Laurent Gounel, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ton dernier livre qui m'a beaucoup touchée, qui est génial, donc je le recommande vivement, qui s'appelle « Je te promets la liberté » aux éditions Kalman Levy. Merci Laurent. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine.
Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi.